Pendant 7 ans, vous avez payé un imposteur. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Il va se poursuivre. On lui dit que non, il ne faut pas compter à partir de 2015. Il faut compter à partir de 2022. Quelqu'un qui ne servait à rien pendant 7 ans. Parce que c'est en 2022 que le 4e scanner qui était prévu dans le contrat a été mis en service. Le ministre des Transports dit que le port s'est trompé. Le port n'a aucun droit de prendre la décision qui a été prise en mettant fin au contrat de SGS pour valider Transatlantique. Les procédures n'ont pas été respectées. On réécoute le ministre des Transports et juste derrière, vous pourrez réagir par le code d'accès que vous connaissez, le 691 94 38 29, le 675 14 90 16, pour nous dire si vous êtes d'accord d'ailleurs avec le traitement que la presse propose de cet élément ce matin. On vous proposera également quelques titres en kiosque. D'abord, on écoute le ministre des Transports. Nous venons de prendre part à une réunion, une concertation qui a été appelée par M. le Premier ministre du gouvernement. Et nous voulons d'abord, avant toute chose, lui dire merci pour cette initiative qu'il a prise. Cette initiative naît d'un constat, des incompréhensions qu'il y a eu au niveau du port autonome de Douala et qui ont engendré beaucoup de problèmes ces derniers temps. Donc le gouvernement a signé, pour résumer, un contrat avec SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022 et c'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Entre-temps, son contrat a été annulé par le port autonome de Douala. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il était donc question que nous restituions les choses. Nous avons constaté, le Premier ministre, que le contrat ayant été signé par le gouvernement, il ne revenait pas à un autre opérateur, en l'occurrence le port autonome de Douala, de l'annuler. L'autorité à même d'annuler ce contrat-là, c'est le gouvernement lui-même. Donc fort de cela, le contrat de SGS, le Premier ministre a décidé qu'en conformité avec la loi, contrat signé par le gouvernement, il doit être résilié par le gouvernement. C'est un contrat qui court jusqu'en 2032. Il va se poursuivre. La deuxième chose, quand bien même il y aurait une modification à apporter, par exemple, intégrer un autre opérateur, en l'occurrence la société transatlantique, il ne revient pas au port autonome de Douala de signer avec l'opérateur, mais de porter ses desiderata à l'autorité tutelle technique, tutelle financière, qui répercutera au Premier ministre, qui posera son visa. Donc, le port n'avait pas à signer ce contrat. Il va être, si d'aventure, on doit le poursuivre, il va être signé par le gouvernement, et non plus par le port autonome de Douala. Et le contrat du port de la SGS va donc se poursuivre. Dès demain, c'est l'instruction du Premier ministre et nous devons tous nous y atteler car il a constaté effectivement qu'une rupture qui pourrait être qualifiée d'une rupture abusive de ce contrat-là aurait des effets néfastes pour notre pays et pour l'ensemble de la sous-région. C'est donc pour éviter toutes ces tracasseries et pour ne pas mettre en difficulté les très hautes instructions du président de la République que cette décision a été prise. Les très hautes instructions du président de la République. Finalement, chacun a sa part de très hautes instructions. Voilà donc le point de la réunion d'hier. Et la presse s'interroge ce matin sur le scanning au port autonome de Douala. Que se passe-t-il avec la rédaction? On va proposer quelques-unes en kiosque ce matin et qui ont traité de cette question. Est-ce qu'on peut les voir défiler les journaux qui parlent justement de cela? Port de Douala, la SGS reste. C'est le grand titre choisi par le quotidien Capitaux Public. Cameroun Tribune ce matin qui nous repropose la décision d'hier. Et l'info à chaud, la SGS est en contrat avec le gouvernement jusqu'en 2032, entre guillemets. C'est pour citer là le ministre des Transports concernant ce que le journal considère comme le verdict final sur l'affaire du scanning des marchandises au port autonome de Douala. Est-ce qu'on a un autre journal? Mutation dit que l'avantage SGS, hier l'avantage était à
politique. Aujourd'hui, c'est SGS. Mutation nous parle justement de la rencontre d'hier qui semble avoir donné finalement l'avantage à SGS. Pour le mandat express, il n'y a rien à faire. Il s'agit là de la mafia qui a fini par imposer SGS. Le journal analyse les faits et les conclusions pour indiquer qu'il n'est rien d'autre que la mafia de ce côté-là. Parce qu'on a notre titre, le Télégramme, le journal de Dimitri Amba, qui parle de la part du gain qui est au-dessus de la souveraineté relativement à ce qui se passe. Le journal condamne en tout cas ce qui s'est passé entre le choix du directeur général qui est dans un choix un peu plus large en matière de scanning de marchandises. On est dans l'option 100% et finalement SGS qui est appelé à rester selon notre confrère. Il y a d'autres titres dans les kiosques ce matin comme Est Éclair qui dit scanning au port autonome de Douala, nul ne peut se prévaloir de sa propre faute pour prolonger ses droits. Nul ne peut se prévaloir de sa propre faute pour prolonger ses droits. De quoi parle notre confrère qui dit par exemple que le contrat le contrat justement entre SGS et le Cameroun a été signé le 2 mars 2015 pour une durée de 10 ans et donc il devait arriver à expiration en 2025. Comment comprendre donc qu'ayant été régulièrement payé, puisque SGS était payé entre 2015 et 2022, date de la mise en service du 4e scanner, que ce soit 2022 qui soit retenu par une certaine catégorie des autorités comme la date de début de la mise d'effectivité de cette concession. Alors la question elle est simple, Jean-Jacques Mbéa. Le contrat est signé en mars 2015 pour 10 ans. En 2025, en décembre, naturellement, le port autonome de Douala estime que les 10 ans sont échus. Il faut donc un nouvel opérateur de ce côté. Mais on lui dit que non, il ne faut pas compter à partir de 2015. Il faut compter à partir de 2022. Parce que c'est en 2022 que le 4e scanner qui était prévu dans le contrat a été mis en service. Et donc, il faut donc compter à partir de la mise en service du 4e scanner et non à la date de signature du contrat qui est 2015. Entre-temps, entre 2015 et 2022, SGS opère avec les autres scanners qu'il avait déjà et est régulièrement payé. Mais on vous demande de ne pas prendre en compte cette phase-là entre 2015 et 2022, 7 ans. Qu'on ne compte pas cela, mais qu'on commence à compter à partir de 2022, date de mise en service du 4e scanner, pour que finalement le contrat soit échu en 2032. Est-ce qu'il faut donc considérer cela comme l'adoubement de la faute? Pourquoi ne pas sanctionner SGS qui a fait la faute, n'a pas respecté le contrat initial, mais plutôt attendre 7 ans plus tard que SGS mette en place le 4e scanner pour qu'on vous dise que oui, le bon des comptes commence donc en 2022? Jean Jazé, ça c'est le banditisme institutionnel que nous vivons à ciel ouvert sur cette affaire de scanning des conteneurs au port autonome de Douala. Une affaire qui nous pousse à réfléchir et nous amène à comprendre que nous sommes dans la mafia. Quand je parle de mafia, parce que SGS est une entreprise suisse. Déjà au niveau mondial, basée dans près de 110 pays et tout, où ils opèrent dans la logistique et dans le contrôle de scanning des marchandises. Donc c'est le corps de métier à la base et le contrôle. Et vous avez donc cette entreprise qui a eu le contrôle au Cameroun en 2015 pour le scanning. Et dans le cahier des charges, il devait installer 4 scanners de haute précision pour ne rien laisser passer. Et de 2015 à 2018, oui, 2022 pratiquement, ils ont pu installer 3. Et le dernier scanner qui devait être sophistiqué, lui il est installé en 2022. Et à ce coup-là, c'est à cet instant qu'on se découvre donc aujourd'hui que SGS doit continuer jusqu'en 2032. Donc, si le pays est sérieux, Jean Jazé, si on a un pays sérieux, si on a une justice sérieuse, à cette déclaration de ces ministres, tous sont démis de leurs fonctions. C'est incroyable. Non, à l'immédiat, ils sont démis tous de leurs fonctions et rang et grade, tout ce qui va avec. Parce que vous ne pouvez pas signer un contrat, attendre 8 ans et venir justifier au Camerounais que
Le contrat est entré en vigueur. On signe le contrat en 2015. En 2015. Pour 10 ans. Donc en 2022, que vous mettez le contrat en exécution, pourtant SGS est déjà au port de Douala. Il opère déjà. Il opère déjà, il scanne, il est payé. Il est payé. Et entre autres, il refuse de payer les impôts. Entre autres. Oui. Du coup, pendant 7 ans, vous avez payé un imposteur. Quelqu'un qui ne servait à rien pendant 7 ans. Qu'il vienne donc nous redonner nos 7 ans de paiement. Oui. Puisque ça ne compte pas. Ça ne compte Ça veut pas. dire que c'est un argent qu'on a donné à qui ne mérite pas. Maintenant donc, que le gouvernement John Goutedon nous montre un papier où ils ont donc effectivement pris acte en 2022 du début du contrat de SGS. C'est où nous sommes là. Qu'il le démontre, qu'il sorte ce papier. Ou en 2022 donc, ayant vu que pendant 7 ans, SGS a peiné à mettre le 4e scanner, ils ont donc donné, donc faire la prorogation ou bien amender le contrat pour que SGS continue jusqu'en 2032. Qu'il nous le montre. Qu'il nous le montre. Où est l'acte qui proroge son... Qui proroge jusqu'en 2032. Où est l'acte? On est dans un état. Vous signez pour 10 ans. Et... le contrat a pris effet. Passons au micro. Oui. Le ministre vous indique que le contrat a pris, le contrat prend effet en 2022. Or, à la réalité, je crois qu'il y a des éminents juristes qui nous suivent. À la réalité, ce qui se passe, c'est que le contrat est frappé de caducité et donc de nullité. Donc, ce qui se passe au niveau du port, c'est du banditisme. C'est la guerre des intérêts. C'est la mafia. C'est la mafia. Le banditisme est petit. C'est la haute mafia. Jean-Jacques, voyez-vous, si le port, quand on regarde les missions de la SGS, c'est en fait l'entrée de tout ce qu'on... Parce qu'il faut que les auditeurs nous comprennent. C'est en fait la structure qui tient pratiquement toute notre économie. Donc, quand on dit que la douane a fait tel chiffre, il faut savoir que c'est au travers de cette structure-là. Donc, en termes de marchandises, de ceci, de cela, c'est en fait la structure qui tient l'économie camerounaise. Donc, ici, vous ne pouvez non pas faire que vous avez une tutelle technique qui est le Mintransport, une tutelle financière qui est le MINFI, et puis vous vous retrouvez avec un PCS de la SGS qui est ministre de la communication. Jusque-là même, on peut se dire, on comprend quelque chose. Vous signez un contrat en 2015. Vous dites qu'il est exécutoire à partir de 2022. Mais ça n'a aucun sens. Mais quand nous sortons la disposition dans le contrat qui indique que c'est lorsque selon l'article tant de la convention ou bien du contrat tant signé entre tel et tel, voici ce qui avait été décidé. Que c'est au moment du 4e scanner que le contrat entre en et entre-temps, ce qui a été mangé, bouffé entre 2015 et 2022, qu'est-ce qu'on en fait? Mangé, spolié. Est-ce qu'il est là encore au téléphone? Il est parti. Le marché qui était connecté tout à l'heure, il va revenir certainement au 6 91 94 38 29, au 75 14 90 16. Paul Stéphane est là, vous qui convoquez les gens qui connaissent un peu les questions de droit. Paul Stéphane Mounouga est en train de se connecter. Bonjour Paul Stéphane. C'est un plaisir de t'avoir ce matin. Le plaisir est partagé. Bonjour à tous les panélistes, les auditeurs et même les internautes. Allez, on va du côté du port autonome de Douala. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là-bas? On est dans une mafiacratie. Je prends le stylo, je note. Mafiacratie. Merci pour le néologisme. D'accord. Des deux côtés, on est dans une mafiacratie parce que ceux-mêmes qui ont rédigé le contrat sont les bandits parce que il faut lire le contrat. Il vous précise dans le contrat que le contrat prend effet à partir du 4e conteneur. Ça veut dire que même si on installe le 4e, on installait le 4e conteneur en 2035. Oui, c'est en 2025 que le contrat prend. C'est écrit dans le contrat, Jean-Jacques. Jesus. Oui. Pardon? Non, on t'écoute là, on est seulement dépassé. Que le contrat, et c'est ça que le ministre des Transports a expliqué hier, que c'est à partir de l'installation du 4e conteneur que le contrat prend effectivement effet. Vous voyez que ceux qui ont rédigé ce contrat sont des mafieux. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, imputer
quoi que ce soit à SGS avant l'arrivée du 4e scanner, parce qu'il est supposé ne pas être effectif le contrat. Effectivement, mais sauf que vous avez relevé un point important. Est-ce qu'il n'était pas payé avant l'arrivée du 4e scanner. ou ces conteneurs, ou c'est quoi là, scanner, voilà. Apparemment, ils étaient rémunérés. Donc, vous comprenez que ceux qui ont rédigé ce contrat-là ont rédigé en tenant compte de leurs intérêts. Et c'est là où la citation du professeur Mononjana a tout son sens. Le maparatisme. Oui. Vous comprenez que c'est une question des parts, simplement. Et la situation nous amène également à nous interroger sur la véracité des hautes instructions. Est-ce que les hautes instructions ne sont pas des hautes intrusions aujourd'hui? Est-ce que c'est encore le président qui gouverne? Est-ce que depuis 2018, les Camerounais ne votent pas Paul Biya et d'autres personnes gouvernent à la place de Paul Biya? Donc, c'est une situation en réalité qui démontre à suffisance que le système politique camerounais a un sérieux problème et ça justifie même, j'ai envie de dire, l'état de décrépitude qu'on observe dans tous les pans de la société aujourd'hui. D'accord, merci Paul Stéphane. Beaucoup d'autres personnes se bousculent au bout de fil pour donner leur point de vue là-dessus. Qu'est-ce qui se passe-t-il finalement au port? Est-ce qu'on imagine les personnes sérieuses s'asseoir pour signer un contrat en disant que oui, on le signe en 2015, mais il sera effectif seulement lorsque vous allez fournir le 4e scanner? Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous les machins. Oui, bonjour. Bienvenue. C'est Jean depuis les Verts. Oui, Jean. Oui, parlant de ce qui se passe au port de Douala, ça surprend les Camerounais qui veulent encore être surpris des choses qui se passent au Cameroun. Donc, pour comprendre ce qui se passe, allez chercher à savoir qui est derrière SGS. On a la SGS qui est protégée par un camp et l'autre camp qui voulait nous dégager, c'est tout. Maintenant, l'auditeur qui venait de partir demande poser la question sur la véracité des hautes instructions. Oui. Alors, quand vous êtes dans un pays où vous avez le ministre de la Justice qui prend son stylo, demande aux magistrats de ne plus obéir aux hautes instructions. Vous avez un président de la fédération qui a des amis bien introduits au palais, qui décide de ne pas obéir aux hautes instructions et rien ne se passe. Vous avez aujourd'hui un premier ministre qui est censé rencontrer le président de la République chaque semaine, qui décide lui aussi d'aller contre ces fameuses hautes instructions. Alors, si vous avez besoin d'autres éléments pour savoir que ces hautes instructions viennent d'un homme qui aujourd'hui est petit président, alors nous allons attendre longtemps. Donc, que les Camerounais soient juste préparés à ce que les prochaines années seront plus que difficiles au Cameroun. Merci d'être passé par ici. Que se passe-t-il au port autonome de Douala? Comment comprendre justement la nature de ce contrat qui divise aujourd'hui au sommet de l'État? Les hautes instructions sont foulées au sol, piétinées par les acteurs divers. Qui pour faire l'arbitrage? Le Premier ministre a dit que SGS doit rester. Est-ce qu'il a pris en compte les éléments qui sont évoqués dans ce dossier, qui montrent justement qu'il y a un problème dès la base, dès la signature de ce contrat et sa mise en application, il y a déjà un problème. Un contrat de 10 ans va se retrouver en train d'être un contrat de combien d'années là? 10 plus 7, 17 ans, carrément. Monsieur Moubitan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour à tous les matins, à votre panel. Jean-Jacques, on a les contrats élastiques désormais au pays. Il fallait que ça arrive aussi. On tire le contrat. On tire le contrat. Comme c'est la fronde. Jean-Jacques, oui. Notre pays est à un tournant décisif de son histoire. Et voilà, ce problème relève beaucoup des réalités de notre pays. Il y a quelque chose qui se dégage d'abord, premièrement. Comment se fait-il qu'on nomme un directeur du port qui est censé gérer tout ce qui est qui a trait au port? Et maintenant, l'élément essentiel même du port, on le lui enlève. Ça veut dire, on vous donne l'accord. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un d'autre qui signe le contrat. J'ai envie de me poser la question.
entre le port et le gouvernement, où est la différence? Le directeur du port et le gouvernement, quelle est la différence? Parce que même si c'était le directeur du port qui signait le contrat, il le faisait au nom du gouvernement, non? Oui. Puisqu'il a été nommé par le gouvernement. Oui. Mais comment se fait-il que ce soit le gouvernement qui vienne signer les choses que le directeur, le port lui-même devrait signer? C'est comme si vous êtes là, votre père va prendre une épouse, vient vous la donner, il signe l'acte de mariage à votre place. Le jour où vous plaignez de votre épouse, il vous dit en fait, ce n'est pas toi qui l'as épousée, c'est moi. Et c'est à moi de dire si vous devez vous séparer ou pas. C'est exactement ce qui se passe là. Oh là là. Et maintenant, on a toujours le problème des hautes institutions. J'ai lu l'autre jour un document du directeur de l'état-major particulier qui répercutait les instructions. Qui répercutait les instructions du chef de l'État. Finalement, ça n'a pas été respecté. Les affaires des hautes instructions, là, on ne comprend plus. On va finir par nous dire qu'est-ce qui se cache derrière ces instructions. Quelqu'un disait ce matin qu'il n'est même pas exclu que si on lit à la radio le gouvernement, beaucoup de ministres ne vont pas partir si le président lui-même ne part pas lire. Parce que finalement, on ne sait plus à qui faire confiance dans cette histoire. Justement, il y a une troisième chose que je voudrais, dont je voulais m'appesantir. Il y a un détail. Hier, j'ai causé, comme je suis dans la ville de Douala pour le moment, j'ai causé avec un déclarant de douane qui dit même qu'en réalité, la société transatlantique qui vient là, elle sera même pire que SGS. Parce qu'on va quitter pratiquement du simple au double avec Transatlantique pour le scanner d'un conteneur. Mais parce qu'ils font un scanner 100%, c'est-à-dire qu'ils prennent tout en compte. C'est ce qui se dit, hein. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais on dit que c'est un peu plus large, son spectre d'action. Oui, c'est un peu plus large, sauf qu'en finalité, c'est le contribuable qui va toujours payer. Parce que si le contribuable, celui qui a son conteneur, malgré tout ce que vous allez lui expliquer là, qu'il prend en charge tout ça, quitte de pratiquement 50-60 000 francs pour un scanner à 120 000 francs, c'est un problème pour lui. Dans tous les cas, on retient que malgré tout ce que vous allez lui expliquer. On perd déjà du côté de Kribi. Jusque-là, on n'a pas entendu beaucoup de grincements de dents de ce côté. Oui, on n'a pas entendu beaucoup de grincements de dents. Du côté de Kribi. De ce côté-là. Voilà. Maintenant, le problème, peut-être c'est cela pire ou pas, mais la question est là, celle du contrat. Comment on gère donc cette affaire-là? Le gouvernement dit SGS reste, alors que SGS a un contrat de 10 ans. Ils vont passer à 7 ans, à 17 ans de contrat. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que sur le plan juridique, ça a un sens? Est-ce qu'on a encore vraiment besoin de se baser sur le juridisme au Cameroun? C'est la loi du plus fort, Jean-Jacques. Celui qui a plus de côtes va gagner. On les a vus souriant. Allez-y savoir. Très souriant au sortir la primature. Jean-Jacques, on est toujours souriant quand on réussit à s'entendre sur le partage du gâteau. Ah d'accord. Le problème se pose souvent quand ça se gâte, quand le partage est inéquitable ou quand quelqu'un se sent lésé. C'est là où interviennent les problèmes. Allez-y, posez-vous la question de savoir, à Kribi, qui est-ce qui a signé le contrat avec Transatlantique pour le port de Kribi? Oui. Si ce n'est pas le gouvernement ou c'est le port de Kribi même, pas son directeur général, posez-vous la question là-bas, qui a signé le contrat? Et pourquoi de l'autre côté, l'autre a signé plutôt le contrat en lieu et place du directeur du port? Voilà. Posez-vous cette question. Une affaire d'intérêt. Merci beaucoup, M. Moubitan. On a vu Hubert Volo passer par là. Notre GPS scanning l'a repéré, Hubert Volo. On est donc dans cette situation-là. Au lendemain, puisqu'on a dit que immédiatement, SGS doit reprendre les opérations, alors que le chef d'état-major, le 26, demandait à SGS de libérer l'espace pour ne pas saboter le travail de Transatlantique. Ça va se gérer comment sur le terrain maintenant? Moi, je vous fais justement que c'est vrai que Transatlantique est une entreprise camerounaise. Je sais pas si j'essaie de chercher qui est le directeur général de cette entreprise ou le PCA. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Mais c'est quand même que c'est une entreprise camerounaise. Et là, nous aimons bien le Made in Cameroun. Nous l'aimons bien et nous espérons que cela puisse aider les Camerounais. Mais je vous dis que Transatlantique du côté de Kribi, il faut vérifier ce dossier Jean-Jacques. Et je vous sais un fin limier. Il faut vérifier le dossier Transatlantique au niveau de Kribi. Voilà, maintenant sur le contrat. On n'a pas dit que Transatlantique n'est pas compétente. Ouais. Où est un problème? On a dit que le DG ne devait pas signer en lieu et place du gouvernement. C'est pourquoi il dit le contrat maintenant. Pour le contrat,
J'ai dit, le directeur Est-ce qu'on peut prendre rapidement général... Hubert Volo, vous le permettez? Hubert, bonjour. Oui, Hubert, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, Bonjour. bienvenue à la marche. On marche du côté du port autonome de Douala. Merci de m'accueillir à la marche de ce côté du port autonome de Douala. Toi, tu as le sourire. Je vais aussi dire quelque chose. C'est vrai que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. C'est vrai, j'avoue que la petite intelligence que vous nous créditez souvent à un moment donné fait qu'on ne sait même plus quoi dire. Dis quelque chose. Hubert, dis quelque chose. Sauf que j'observe quand même deux éléments et puis j'ai deux questions. Peut-être au fil de l'émission, je pourrais avoir des réponses. La première observation, c'est ce que vous avez appelé la cacophonie. C'est-à-dire qu'on a les institutionnels, les gens qui sont membres du gouvernement, qui sont collaborateurs du chef de l'État, qui se concrétisent sur un sujet. Voilà. Moi, je ne vais pas parler du sujet à lui-même parce que j'avoue que je ne m'y connais pas trop. C'est jusqu'à ce que le débat éclate que je sais qu'il y a ça, c'est GS et au-delà. Vraiment, je ne connais pas. Mais je vois des gens qui sont en train de se contrarier. Maintenant, la deuxième chose, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est ce que je pourrais appeler la reprise en main du Premier ministre. Enfin, on va dire enfin. Enfin. Vous savez que dans les affaires qui précèdent, on a dit que ce ministre lui manque le respect. On a souvent vu des notes de la présidente de la République qui disait que le président a dit qu'on lui dise qu'il ne fasse plus qu'il dise à quelqu'un que... vous connaissez un peu l'histoire. Donc là, le Premier ministre reprend la main. Tout semble lui donner raison. Et moi, la question que je pose, c'est entre l'entreprise qui est GS quelque chose là et Atlantique, l'État du Cameroun gagne de quel côté? Oui. C'est la première question. La deuxième, c'est qui a violé la loi? Bonne question. Voilà les deux questions qui me Alors, si on écoute le ministre des Transports, qu'on a écouté 2 fois ce matin, première chose, le contrat de SGS est signé par le gouvernement. Je ne sais pas qui l'appelle le gouvernement. Est-ce que c'est lui le ministre des Transports ou c'est le ministre des Finances? Dans tous les cas... Il est membre du gouvernement et le port appartient au ministère des Transports. Par conséquent, et sous son autorité. Voilà. Tutelle technique. Donc, le contrat de SGS est signé par le gouvernement. Donc, il ne revient donc pas au directeur général du port de mettre fin à ce contrat-là ou de signer quelqu'un d'autre. Parallélisme des formes peut-être. Donc, facile, c'est le directeur du port qui a violé la loi. Dans ce sens-là, le directeur général aurait violé la loi. Maintenant, la question que posait M. Mobitan tout à l'heure, n'est-il pas aussi représentant du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas à lui que le gouvernement a délégué le pouvoir pour parler des affaires du port, pour gérer le port? La question reste posée. Deuxième niveau, le contrat est de 10 ans. Il est signé en 2015 pour arriver à expiration en 2025. Et lorsque le port constate que le contrat est effectivement arrivé à expiration, décide de signer quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on vient lui rappeler que non, tu ne peux pas. Le contrat n'a pas encore mis 10 ans. Parce que le contrat disait entre plutôt en application à partir de 2022, date à laquelle SGS a fourni le 4e scanner. C'est à partir de là qu'il faut compter. Donc on ne compte pas. Donc... La signature a été en 2015, mais l'application a été faite en 2022. Voilà. Entre-temps, SGS opérait avec 3 scanners et était payé. Parce qu'on ne travaille pas pour rien. Ceux qui travaillent pour rien ne sont plus là. Et il faut rappeler que là-bas, c'est le vrai agent. C'est ce que tu dis petit comme ça, comme on dit au quartier. Ce n'est pas petit argent. Le scanning des marchandises,
Il y a tout là-bas dedans. Il n'y a pas que l'argent d'ailleurs. Il y a notre sécurité, il y a notre santé. Et c'est pas uniquement le scanning, parce qu'il y a la certification, il y a l'inspection. Voilà. Il y a le contrôle. Donc c'est ça le cœur. Il y a des missions là-bas qui sont. C'est le cœur de la mafia. Ce n'est pas le terminal à conteneurs où on a bavardé de gauche à droite, mais c'est là-bas. C'est le cœur de la mafia. Le scanning. Et on comprend bien que c'est peut-être également là-bas que puisse résider la mafia. Maintenant, la suite de l'affaire, c'est quoi? Merci Hubert Volo. On doit bien interroger la suite de l'affaire. Le Premier ministre est entré dans la danse et Hubert dit qu'enfin, le PM a montré qu'il est en émote. Il est quelqu'un. En émote. Il a repris la main. Il dit que le gouvernement n'est pas, le nouveau gouvernement n'est pas encore tombé dans celui qui est toujours là. Et si on écrit encore de la présidence, il va faire comment? Bon, c'est vrai que... Parce qu'on sait, pratiquement comment on fait les blocs et les clans. On sait à quel groupe appartient Siruzungo. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire en off. Donc, vous allez voir le Toleka. Comme on dit au cas, si ce n'est pas fini, l'affaire là, il y aura rebondissement. Il y a quand même un oui écrit en gras. Qui est écrit en gras? Il y a un oui écrit en gras par le chef d'état-major particulier. Les gens qui murmurent, qui parlent dans l'oreille du président. Oui. Quand on est quand même chef d'état-major particulier du président de la République, on parle dans son oreille. La République sans intermédiaire. Alors, quelqu'un me demandait tout à l'heure sur la page Facebook, est-ce qu'on est d'abord sûr que cette correspondance est authentique? Je réponds qu'elle n'a pas été démentie jusqu'à présent. Le chef d'état-major peut pas laisser son nom à gauche et à droite. Si ce n'est pas lui, il va vous dire que ce n'est pas lui. Et on avance. Maintenant qu'il est calme, c'est sûr que les gars aussi ont fait les réunions la nuit. Qu'on fait comment la faire là? C'est des intérêts. Ah, le Cameroun. Merci. Merci. Bon week-end à vous, Jean-Jacques. Merci. Un autre problème se pose, Jean-Jacques. Qui doit prendre la parole pour clarifier la situation actuelle pour le bien du peuple camerounais? Est-ce que celui qui a pris ne devait pas prendre la parole? Le porte-parole du gouvernement, c'est qui? Le PCA. Le PCA de la SGS. La SGS. La mafia. Donc, tout le monde est lié. Comment on fait donc pour parler dans le nom du peuple camerounais? Parce qu'en fait, on parle de quoi? On parle des intérêts du peuple camerounais. Ces affaires de PCA là. Donc, tous les ministres sont PCA quelque part. Ouais. Même dans les domaines qui ne sont pas fondamentalement, techniquement les vôtres. Il y a des ministres qui sont 3 fois PCA, 4 fois PCA. Donc, René Manuel, ça a dit, était calme comme ça. Il est PCA de SGS. Vous savez qui est PCA qui était PCA au terminal à conteneurs, qui était PCA de... C'est incroyable. Et là, naturellement, il n'y aura que des batailles. Vous n'imaginez pas que le grand René Emmanuel Sadi, qui est très important dans la machine étatique, perde cette affaire. Puisque comment est-ce possible d'imaginer communication, porte-parole du gouvernement, ancien secrétaire général du comité central du RDPC, qui a grandi, travaillé au palais, marché avec le président de la République, qui fait partie quand même des derniers Mohicans dans cette affaire-là. Donc lui va perdre la gestion du scanning et il va rentrer au village. C'est compliqué. Même s'il y a le oui, entre guillemets là, non. Même si c'est en gras quoi. C'est compliqué. Steve, est-ce que toi tu as une idée là-dessus? Steve, on dit bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue. Merci. Nous, on n'a que des questions. Et là, les réponses sont compliquées sur cette affaire-là. Est-ce que vous avez quelques réponses pour éclairer les Camerounais? Il se passe quoi? Est-ce qu'on n'est pas entré dans une affaire qui va faire naufrage? On est au port, là. Je suis admiratif de la bonne humeur que vous faites l'effort de distiller à travers les ondes. Mais je suis sûr qu'au fond de vous, ça doit bouillonner parce que vraiment, il faut reconnaître que nous sommes très mal partis. Ça, c'est une évidence. Et là, nous comprenons mieux pourquoi certains se sont bataillés dur pour pouvoir maintenir M. Biya aux affaires. Ouais. Parce qu'il s'agit évidemment des intérêts particuliers, des intérêts égoïstes et des intérêts qui ne profitent pas, n'est-ce pas, à la population camerounaise. C'est regrettable, d'autant plus que aujourd'hui, plus que jamais, au grand jour, ils nous ont démontré qu'il y a véritablement des clans. Et certains auditeurs l'ont dit peut-être avant moi, qui ont interrogé un peu cette situation des hautes instructions. Mais
moi je suis inquiet. Je suis inquiet parce que vraiment, à l'allure où vont les choses, je pense que nous courons le risque de subir quelque chose de bien plus grave que ce qui se passe. Ça fait peur. Parce que j'en parlais encore avec M. Jean-Jacques Béat hier lorsqu'on s'est rencontrés au quartier. Ah bon? Où je lui disais justement que de ma mémoire, de ma petite mémoire de simple citoyen, j'ai jamais suivi que un général d'armée, fût-il un chef d'état-major particulier du président de la République, instruit déjà des ordres au gouvernement. Nous savons que l'armée est qualifiée d'être la grande muette. Donc, vous comprenez qu'au nom des batailles, des clans, vraiment, ça commence à se dessiner. Mais ce que moi j'ai envie de dire aux Camerounais, c'est que, comme le pape arrive là, constituons-nous en un bloc, vraiment, pour le rencontrer et porter, n'est-ce pas, cette lourde charge que nous subissons, pour que s'il peut nous sortir de là, parce que vraiment, c'est grave. Moi, je crains véritablement ce qui va arriver. Ce qui est en train de se passer là est très grave. Parce qu'au nom de l'argent, au nom, je ne sais pas moi, du pouvoir, on risque de dissimer les Camerounais. Parce que c'est pas bon, ça sent très mauvais, vraiment. Donc, c'est ce que je voulais dire. On dit, on est vendredi, on voulait bien s'amuser, mais le sujet ne nous permet pas de s'amuser. Mais bon, comme quelqu'un disait, il faut bien vivre. Nous devons vivre. Et on attend la suite de cette affaire. Comme on dit, les DJ font souvent ça. On pense que la chanson est en train de finir. Après, on dit, tous les cas, ça reprend, ça remonte. Et on va bien voir la suite de cette affaire-là. La gestion du scanning au port autonome de Douala, où les camps s'affrontent, les ordres et les contre-ordres sont enregistrés, les instructions et contre-instructions sont enregistrées, mais au sortir de la réunion d'hier à la primature, ce qu'on peut retenir, c'est la dernière information, c'est que le gouvernement a dit que c'est SGS qui doit continuer à opérer du côté du port autonome de Douala et que les décisions prises par le directeur général du port autonome de Douala ne comptent pas, il n'a pas de droit, selon le ministre des Transports qu'on a écouté tout à l'heure, parce que ce n'est pas lui qui avait signé SGS et que ce n'est pas à lui de mettre fin à son contrat. On a également appris justement que le contrat en question, signé en 2015, est entré en effectivité en 2022, quand SGS a bien voulu présenter le 4e scanner. Donc ces gars vont rester là jusqu'en 2032, selon la décision d'hier, et non 2025. Donc ils vont faire 10 ans plus 7 dans cette affaire-là. C'est ce qu'on a comme dernier élément aujourd'hui, en attendant de voir s'il y a d'autres rebondissements demain ou après-demain. Mais on se demande comment le port va fonctionner. Entre-temps, comment est-ce qu'il va fonctionner? On fera un message au DG au sortir de l'émission pour voir comment ça se passe de ce côté-là. On salue Bekono Aloïs. Il est taximan. Il nous écoute en ce moment dans son taxi. C'est lui qui a transporté notre ami Martin Nondoa ce matin d'un SAM pour le petit marché Mimboman ici. Et il est connecté sur la 102.7. Bekono Aloïs, taximan à Yaoundé, on te dit merci. Et pour toi, on va un peu relaxer. Est-ce qu'on peut avoir de monsieur? Pensez-vous réellement que tout ce qu'on nous présente aujourd'hui et en désavouant quelqu'un dans les médias comme c'est fait, ça résout le problème? Est-ce que ça ne vient pas enflammer davantage? Et ce n'est pas de l'huile jetée sur le feu? Parce que quand on entend le ministre le dire ainsi, est-ce que c'est de cette façon qu'il fallait communiquer là-dessus? Moi, j'en sais rien. Ce que je voudrais dire, c'est que Jean-Jacques, nous constatons juste tous entre les lettres du général et bien d'autres éléments réunis jusqu'ici, nous constatons juste que c'est le Cameroun qui fonctionne ainsi. Ce n'est pas un exemple. C'est typiquement le fonctionnement du Cameroun, c'est-à-dire que le management par procuration. Ce qui est un sérieux problème parce que lorsque vous êtes sur une entité ou bien une entreprise, vous ne pouvez pas déléguer certaines missions, surtout quand elles sont totalement dévolues, régaliennes et qui peuvent avoir un lien avec les questions de souveraineté. Voyez-vous, nous parlons là de surveillance,
nous parlons là de contrôle, nous parlons là d'un certain type de structure. C'est pas la FECAFOOT. C'est une structure super sensible. Aujourd'hui, on se plaint de la présence sur le sol camerounais des armes, des produits, des stupéfiants, des produits issus de la contrebande et autres. Avariée, le scanning n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une petite affaire qu'on en soit à jongler entre tel et tel autre, entre tel acteur et tel autre acteur. Et il faut dire que Transatlantique, qui opère déjà au port autonome de Kribi, va au-delà du scanning que fait SGS. Parce que le scanning de SGS s'arrête au scanning des conteneurs. Et le champ du scanning de Transatlantique est beaucoup plus vaste que cela. Rien ne passe avec le scanning que fait Transatlantique du côté du port autonome de Kribi et qui a voulu être installé, qu'on a voulu installer au port autonome de Douala. Mais la question est celle justement de ce Cameroun. Quelle image a-t-on souvent l'habitude de dire? Mais là, on a toutes les raisons du monde aujourd'hui d'interroger l'image. Le chef d'état-major écrit au ministre des Transports pour la mise en œuvre, c'est l'objet, complète de la composante 100% scanning des marchandises dans le cadre du projet de sécurisation du port autonome de Douala. Le nom est bien indiqué. Quand on dit composante 100% scanning des marchandises, c'est que l'offre de Transatlantique est au-dessus de ce que SGS fait, parce que ce n'est pas un scanning 100%, on disait que c'est beaucoup plus élargi. Alors, on écrit au ministre des Transports, Monsieur le ministre, faisant suite à la correspondance ci-dessus référencée, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef de l'État, chef des forces armées, parce que le dossier ne concerne pas seulement le transport, le scanning intègre également la sécurité. Et là, le chef d'état-major dit que le chef d'État, chef des forces armées, a bien voulu marquer oui, entre guillemets et en gras, à la proposition sollicitant que la société SGS quitte définitivement l'emprise portuaire du port autonome de Douala afin d'éviter le sabotage du travail de la société transatlantique DSA. C'est signé le général de division aérienne Amourou Emmanuel. Il parle là de sabotage, que SGS quitte le port pour qu'on n'ait pas une sorte de sabotage du travail de la nouvelle structure. Et quelques temps après, je crois que le courrier, il est signé le 26 janvier 2025 et rendu au 29 janvier. Hier donc, on vous apprend que non, le port s'est trompé. Le oui là, SGS doit encore rester là jusqu'en 2032, c'est-à-dire qu'à la fin du mandat actuel du président de la République. On marque une petite pause, on revient derrière avec vous au téléphone, avec les marchands en studio sur cette question. Est-ce que vous comprenez quelque chose de ce qui se passe du côté du port autonome de Douala? Ce que Charles Sakwa, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Tu as appelé cela le rebondissement dans l'affaire des scanning du port de Douala. Le Premier ministre impose le maintien du contrat SGS jusqu'en 2032. Petit rappel des faits, ces dernières semaines, le port autonome de Douala, dirigé par Cyrus Ngo, a tenté d'imposer un nouvel opérateur transatlantique dans le cadre de la généralisation du 100% scanning. Cette décision prise à l'issue du conseil d'administration du 26 décembre 2025 devait entrer en vigueur en janvier 2026. L'initiative s'est heurtée au ministre des Finances. Louis-Paul Motazeux rappelle que le contrat qui lie l'État camerounais à la Société Générale de Surveillance SGS, signé en 2015, reste juridiquement valable et ce jusqu'en 2032. L'échéance, selon lui, est liée à l'installation complète des scanners en 2022. Pour le membre du gouvernement, le port autonome de Douala n'a ni la compétence ni l'autorité pour y mettre fin unilatéralement. La confusion s'est encore accrue lorsque certaines sources ont évoqué un arbitrage présidentiel favorable à l'éviction de SGS. Face à la montée des tensions, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté est intervenu. Réunissant toutes les parties concernées ce jeudi, il a tranché: le contrat de SGS est maintenu et toute évolution devra désormais suivre les procédures institutionnelles. Si le dossier semble clos, il révèle toutefois une sorte de réalité peu admirative, des signaux contradictoires au sommet de l'État qui témoignent de divergences profondes sur le contrôle d'outils stratégiques pour les recettes publiques.
Et puis les exportations de café camerounais explosent grâce à la hausse des volumes et des prix. Selon l'Office national du cacao et du café, la valeur des exportations de café a plus que triplé en une année seulement, passant de 807 millions de francs CFA lors de la saison précédente à 3,5 milliards de francs CFA. Cette croissance spectaculaire résulte d'un double facteur, une augmentation de la production commercialisée et une hausse des cours internationaux. Au total, le Cameroun a commercialisé 11 600 tonnes de café, soit 10% de plus que la campagne 2023-2024. Les producteurs ont également bénéficié de prix attractifs, les plus attractifs donc. Le kilogramme d'arabica est passé de 2375 à 2850 francs CFA et le robuste à de 1500 à 1960, ce qui représente respectivement des hausses de plus de 20 et 30%. Pour la prochaine saison 2025-2026, le gouvernement prévoit un contexte favorable porté par la demande mondiale croissante et une offre limitée, notamment en raison des aléas climatiques. Et le gouvernement va construire 57 nouveaux marchés communaux en 2026. Coût de l'opération, 3,5 milliards de francs CFA. C'est près d'un quart du budget du ministère du Commerce. Selon le département ministériel dirigé par Luc Maglan Baraga Tongana, 57 halls de marché, blocs de boutiques ou hangars seront construits et équipés cette année 2026. L'objectif est multiple, sécuriser l'offre locale, structurer des espaces d'échange national dans le cadre de la politique d'import-substitution. Ce projet s'inscrit dans le programme de régulation du marché intérieur, prioritaire dans le budget 2026 du ministère. Au-delà des infrastructures, le gouvernement veut offrir aux commerçants des cadres sûrs, hygiéniques et mieux organisés, tout en formalisant une partie du commerce informel. Des initiatives déjà livrées, comme le marché communal de Bicoque, inauguré en 2023, montrent l'impact de cette stratégie sur l'emploi, la compétitivité des produits locaux et la réduction des pertes post-agricoles. Allons à l'aéroport international de Douala, où on apprend justement que le parking souterrain de cet aéroport rouvre après 9 ans de fermeture. Fermé en 2017 pour des raisons de sécurité et de menaces terroristes, le port notamment et le site a été entièrement rénové afin de répondre aux standards internationaux de sûreté et de confort. Les travaux pilotés par les aéroports du Cameroun et confiés à une entreprise camerounaise en 2019 ont consisté à sécuriser la structure, réaménager des espaces de stationnement et améliorer l'éclairage de la sûreté du site. Initialement prévu pour la Cannes 2021, la réouverture a été retardée par de longs blocages administratifs, finalement résolus grâce à l'intervention du Premier ministre Joseph Dione Gouté. Le parking offre désormais 179 places réparties entre un accès public et une loge VIP avec des services personnalisés. Les espaces de détente ont également été aménagés pour les voyageurs, de quoi générer des recettes supplémentaires pour l'aéroport de Douala, au moment où un vaste projet de modernisation du site, estimé à 95 milliards de francs CFA, est annoncé pour cette année. Crise anglophone, comme on l'appelle, la justice norvégienne prolonge de 8 semaines la détention du leader séparatiste Aya Bacho. Une décision prise en décembre 2025 et qui s'étend jusqu'au 9 février prochain. Arrêté à Oslo en septembre 2024, le leader séparatiste Aya Bacho, de son vrai nom Cholukas Yaba, entre ainsi dans sa 2e année de détention au rythme des prolongements successifs décidés par les tribunaux norvégiens. Les autorités judiciaires le soupçonnent d'avoir dirigé depuis l'Europe des opérations armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec des accusations lourdes portant sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pour le juge, le maintien en détention se justifie notamment par le risque de manipulation des preuves et d'influence sur d'éventuels témoins en cas de remise de liberté. À ces craintes s'ajoute désormais le risque de fuite. Selon maître Emmanuel Salahi, avocat à l'origine de la procédure, Aya Bacho pourrait être formellement inculpé d'ici la fin du mois de janvier. Un procès aux implications judiciaires et politiques pourrait alors s'ouvrir au cours de l'année 2026, ce qui pourrait relancer le débat international sur les responsabilités dans la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il est exactement 10h07. À 12h, on a rendez-vous avec le grand format de l'actualité, la mi-journée, comme tous les 12h. Et ce vendredi, Charles, qu'est-ce qu'on a au menu? On reviendra naturellement sur cette décision
très commenté du Premier ministre au sujet du scanning au port autonome de Douala. On va également parler naturellement de cette visite d'inspection du ministère du Tourisme dans des hôtels, en particulier au NKJ Hotel, dans le cadre de la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Et puis le dossier de la rédaction du jour portera sur cette formation militaire qui pourrait être imposée dans les grandes écoles. On va essayer d'interroger l'intérêt pour l'État d'imposer ces formations-là et comment est-ce que les Camerounais perçoivent cette nouvelle pratique annoncée. Merci Charles. Juste derrière Charles, on recevra Griffith Ngomongo pour le bulletin de l'information. Je vous donne rapidement lecture de ce communiqué. C'est un sac de couleur grise qui a été oublié ce vendredi dernier dans un taxi assurant de la baie. Notre coup de cœur de cette semaine, Ben Martins, qu'on a écouté depuis lundi et qui est déjà avec nous dans ce studio. Ben Martins, bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs de Capital FM ce matin. Les auditeurs ont beaucoup apprécié cette chanson et j'ai souvent regardé tes sorties, les vidéogrammes et autres. Même la première dame aime cette chanson. Donc, Senghor, je vois souvent quoi la première dame s'envole souvent avec cette chanson-là qui touche, qui marque, qui a longtemps traversé les frontières de la Haute-Sanaga, oui, qui s'est imposée sur le plan national, le continent et sur le plan international. Félicitations. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Elle s'appelle quoi la danse, elle s'appelle comment? Senghor. Le pas de danse, c'est Senghor, oui. Vous avez vu la vidéo qui est sur les réseaux sociaux où c'est un Ben Skinner ou un commerçant? Oui, deux Ben Skinner au marché de Naga, ouais. C'est des maîtres, il faut les retrouver ces gens-là, il faut les retrouver. Oui, on les a retrouvés déjà quand même. Il faut qu'on les voit lors d'un de vos spectacles. Ces gars maîtrisent la danse, sont comme des inventeurs. Et j'ai mon frère Dimitri en bas. Oui. Il m'a défié 2 fois sur cette affaire-là. Mais la 3e fois, il ne m'aura pas. Il ne m'aura pas, Dimitri. Le challenge est lancé. Non, le challenge est lancé. Avec Dimitri en bas, on va se battre sur l'affaire des Senghor. Les pas de danse que j'ai étudié ces derniers temps, ce n'est pas n'importe quoi. Et on verra comment ça va se passer. On l'a dansé il y a cela quelques jours. Oui. Je tiens d'ailleurs à le saluer, monsieur le conseiller technique au ministère des Marchés Publics, qui a eu une médaille il y a cela quelques jours. Son épouse est la Haute-Sanaga. Et on a fêté vendredi dernier avec ce rythme-là, ici à Yaoundé. Je voudrais présenter votre voisine. Vous voulez que je la présente? Naturellement, oui. Elle s'appelle Letty Namé. Letty Lamé. Letty Namé. Letty Lamé. Lamé. Letty Lamé. Mhm. Voilà, artiste aussi. Oui. On va se rapprocher du micro, quand on entende bien. Oui. Artiste aussi. Oui, artiste aussi. Tu chantes? Je chante. Ah bon? Oui. Tu connais le pas de danse Senghor? Bon, j'ai écouté. Donc, tout à l'heure, on va faire quelque chose. Mais c'est Letty Lamé est là, c'est pour nous parler d'une conférence qui se tient demain ici à Yaoundé, qui va nous vanter les mérites de la polygamie, parce que Letty Lamé est polygamiste. Il y a une association pour cela. Comment il s'appelle l'association? L'association s'appelle AFPROVAP. Oui, Association des femmes pour la promotion et la valorisation de la polygamie. Oh, j'aime ce pays. J'aime ce pays. Association des femmes. Des femmes. Oui, parce que nous avons décidé, nous les femmes, de prendre les choses en main. Les hommes ont parlé de polygamie, ça n'a pas marché. Les femmes ont dit, on va essayer de parler, peut-être avec les femmes, ça va passer. Parce que vous avez des bien meilleurs arguments pour parler de la polygamie. Oui. Dire que la polygamie, c'est bien. La polygamie est... Effectivement, la polygamie. D'où vient notre thème de la conférence, la polygamie structurée, parce qu'on ne parle pas de polygamie désordonnée, parce que justement, ce qui crée les problèmes dans les couples aujourd'hui, c'est ce désordre-là dans les polygamies. Alors, nous avons décidé de structurer la polygamie. Structurer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire rendre la polygamie... faire en sorte que les gens voient la polygamie comme une bonne chose, en fait, pas comme une mauvaise chose, parce que beaucoup de femmes se plaignent que la polygamie c'est la sorcellerie, la polygamie c'est les querelles, la polygamie c'est les pratiques, voilà. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Puisque les pratiques même
on retrouve les pratiques dans les foyers monogamiques. On a tout pris, tout ce qui est de négatif et versé sur la polygamie. C'est pour ça qu'on a décidé de changer la donne. C'est pas la polygamie le problème, mais c'est les gens qui font la polygamie, c'est les gens qui vivent la polygamie qui sont le problème. C'est pas la polygamie le problème. Une vidéo pour notre page de Facebook. C'est pas la polygamie. On a une polygamiste très engagée qui en parle avec beaucoup de fierté. Ben Martin. Oui, c'est assez surprenant que ça vienne de la gente féminine. C'est particulier, c'est très intéressant. Je pense que c'est une conférence à laquelle je risque de casser un peu mon programme. La conférence aura lieu au Centre culturel camerounais demain dès 9h. Donc de 9h à midi, la conférence aura lieu. Alors le thème de la conférence est polygamie structurée, pilier de renaissance démographique et levier de souveraineté économique en Afrique. Pour dire que en fait la polygamie c'est un vaste sujet, ça touche à plusieurs plans dans la société, que ce soit le plan économique, le plan démographique, le plan géostratégique même, hein. Donc voilà, nous allons en parler demain. J'invite tous ceux qui auront le temps, tous ceux qui auront du temps demain de venir. La conférence elle est ouverte au public. Elle est ouverte. Et à cette conférence, nous aurons, bien entendu, une femme. Elle est professeure d'université. Oui, elle est docteur Dia. Elle est polygamiste aussi. Elle sera là. Oui, c'est une dame. Elle vient de Douala. Elle nous vient de Douala. Nous avons également Coretta Forsin, c'est une écrivaine, une jeune écrivaine. Elle est française de nationalité, elle sera là. Nous avons également... Il n'y a pas ça chez eux là-bas. C'est intéressant. Bon, maintenant, si elle peut prendre ça et amener là-bas, tant mieux. En fait, elle est noire, puisqu'elle est née, en fait, elle est née en France, mais en fait, ses parents sont camerounais. Elle est née en France. Donc, elle sera donc sur le panel, parmi les intervenants. Allez, les marcheurs qui ont des questions à poser sur la polygamie, n'hésitez pas, on a une polygamiste. Je sais que la première question, c'est que toi-même, là, est-ce que tu es polygame? C'est ça. C'est ça qu'on va demander. Est-ce que toi-même, tu es dans un foyer polygamique? Oui. Ah bon? Je peux pas faire la promotion de quelque chose que je ne peux pas faire la... Vous êtes deuxième, troisième, quatrième? Je suis première. Première. Ça veut dire que c'est toi qui adoptes les autres. Je suis première femme d'un foyer de 3. 3? Donc après toi, il y a 2 autres femmes. Effectivement. Effectivement. Mais justement, la première femme a un rôle fondamental. Effectivement. Il faut avoir le cœur, ouvrir aux autres, aller les prendre. Effectivement, aller les prendre, c'est ça le mot. Et c'est comme ça que ça marche, aller les prendre, accepter d'aller prendre. Le type vient dire que Letty, vraiment, tu sais que moi est-ce que tu peux accepter, et tu dis oui, et tu peux l'accompagner? Non, c'était dès le départ. Parce que justement, c'est ça qui crée les problèmes dans les foyers. Un homme prend une femme, il ne parle pas de polygamie à la femme, ils vivent pendant 5 ans, et puis 5 ans après, au bout de 5 ans, il vient dire qu'il veut être polygame. Vraiment, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On dit qu'on veut être polygame à la femme qu'on aime quand on s'en va vers elle pour la draguer. Dès les premiers échanges, il faut dire à cette femme que, comme tu vois là, je suis polygame à la base. Oui, je serai polygame. On ne surprend pas les femmes avec la polygamie. Il vaut mieux partir sur une bonne base. Si cette femme accepte, tant mieux. Si elle refuse et que vous tenez à être polygame, il vaut mieux la laisser. Les polygamistes sont là. La conférence, c'est demain. Si vous avez des questions à poser à Letty, la mec qui est là et qui nous vante les mérites de la polygamie, François, il y a des avantages économiques, il y a des avantages démographiques, il y a tout là-dedans dans la polygamie. C'est-à-dire qu'on peut produire plus, on peut faire beaucoup d'enfants. Oui, Jean-Jacques, nous sommes bantous, nous sommes africains. Et en cela, nous savons tous que nous pouvons faire des témoignages. Chaque fois qu'il y a... tu dis là, il faut... c'est quoi, c'est pas que tu es dans un forum de polygamie. Je lui envoie le lien. Parce qu'il faut nous suivre. Donc, à chaque fois qu'il y a eu... à chaque fois, on a quand même des témoignages. Parce qu'à chaque fois, nous pouvons regarder dans nos villages, quels que soient les aides sociologiques, nous allons voir que quand il y a eu quand même eu des foyers polygamiques, quelqu'un qui a eu 3-4 femmes, 3-4 épouses, et avec... c'est une espèce de
main-d'œuvre entre guillemets. Donc c'est plus productif. Et on voit toujours qu'il y a beaucoup de prospérité de ce côté-là. On voit aussi, on a tendance à croire quand même que nos frères musulmans qui ont l'habitude de prendre 3-4 épouses semblent souvent un peu plus équilibrés que nous qui avons choisi le chemin unique. Mais bon, contraints par le choix qui a été fait, nous devons rester fidèles à ce que nous avons dit. Donc, on va aller soutenir cette action parce que pour ceux qui il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est intéressant. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est intéressant que ce soit les femmes, comme le disait l'artiste tout à l'heure, c'est intéressant que ce soit les femmes qui portent le flambeau. D'accord. Quelqu'un disait sur les réseaux sociaux que est-ce que tu préfères ta seule femme ou ton seul gars, ta seule femme infidèle, ou alors tu préfères ton gars officiellement polygame avec plusieurs autres femmes. Écoutons d'abord la chanson de Ben Martins, on danse un peu et puis on revient derrière, parler de la carrière de Ben Martins, ses projets et autres.